Salut à tous, je suis le chasseur de taupes et aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va s'attaquer aux lieux les plus glauques du monde. Alors suivez-moi, c'est parti, et c'est pas pour les fillettes. Numéro 10, la colline des Croix. Au nord de la Lituanie, près de la ville de Siolet, se trouve un endroit des plus étranges. Une colline recouverte de croix, qu'elles soient en fer ou en bois, ornée de chapelets ou de statues, il y en a de plus en plus. Mais d'où sortent ces croix, me direz-vous ? Les premières croix furent plantées en 1860 pour honorer les défunts qui protestaient contre le régime tsariste. Près d'un siècle après la première croix, c'est en 1950 que fut plantée la deuxième croix en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale morts en Sibérie sous le régime soviétique. En 1961, le régime soviétique ordonna la destruction des croix. Malgré cela, les Lituaniens continuèrent à planter des croix la nuit et souvent au péril de leur vie. En 1993, le pape Jean-Paul II visita le site et le qualifia de lieu d'espoir, d'amour, de paix et de sacrifice. La colline comptait alors plus de 200 000 croix jusqu'en 2006 où un terrible incendie endommagea la colline sacrée. C'est alors près de 50 mètres carrés de croix qui partit en fumée. Fort heureusement, les croix les plus précieuses ont pu être sauvées. Depuis cet incendie, les Lituaniens continuent à planter de nouvelles croix. On en dénombre actuellement 100 000. Et c'est d'ailleurs grâce à cette colline que le pays est parfois surnommé le pays des croix. Numéro 9, Spry Park. Construit en 1969 en Allemagne de l'Est, Spry Park, autrefois appelé Culture Park Planterwald, était un parc d'attractions de plus de 29,5 hectares. Il était autrefois très fréquenté, allant jusqu'à 1,7 million de visiteurs par an. Il fut fermé puis réouvert en 1991 sous le nom de Spry Park, passant d'un système économique d'attraction en attraction à une place d'entrée à l'entrée du parc, moyennant 29 Deutschmark. Le nouveau propriétaire investissa beaucoup dans le parc et racheta 13 attractions de différents parcs fermés des alentours. Mais le succès ne fut pas total et le parc sombra petit à petit. Le parc dut augmenter le prix des places à 30 Deutschmark. En 2001, le parc dénombrait seulement 400 000 visiteurs à l'année. En 2002, le parc fut déclaré en faillite, laissant derrière lui une dette de 11 millions d'euros. Depuis, le parc est fermé au public, mais il est encore possible de le visiter en soudoyant le gardien avec quelques euros. Il vous laissera alors gambader une petite heure ou deux, le temps de contempler les ruines de ce parc devenu emblématique. Numéro 8, l'île d'Ashima. L'île d'Ashima est une île de seulement 480 mètres de long et 160 mètres de large appartenant à la préfecture de Nagasaki au Japon. En 1810, un important gisement de houille fut découvert sur l'île. Mais qu'est-ce que la houille, me direz-vous ? Eh bien la houille, c'est une roche carbonée sédimentaire, intermédiaire entre l'ignite et l'anthracite, de couleur noirâtre. Elle provient de la carbonisation de végétaux et peut servir de combustible. L'île fut rachetée et colonisée afin d'y extraire la roche. Entre 1889 et 1931, l'île fut agrandie pour en faire une île semi-artificielle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle accueillit 800 travailleurs forcés venant de Corée du Sud et de Chine dans des conditions tellement extrêmes que 120 périront à la tâche. En 1950, la population atteint 5300 personnes pour une superficie de 6,3 hectares. L'île d'Ashima est alors l'endroit le plus densément peuplé au monde. Suite à l'arrivée du pétrole, l'île fut peu à peu abandonnée jusqu'en 1974 où les derniers habitants furent évacués de l'île. Toutes les infrastructures de la ville tomba en lambeaux et laissa découvrir un sinistre paysage. Son décor a alors inspiré les réalisateurs du film James Bond Skyfall pour en faire le repère de Raoul Silva. Le film n'a cependant pas été tourné sur place pour des raisons logiques de sécurité. En 2009, une partie de l'île fut réouverte au public. Une partie seulement ? Oui, car à cause de l'état des constructions, l'accès est limité et ne suit qu'un chemin sur un côté de l'île. Mais grâce à Google Street View, il est maintenant possible de visiter l'île en toute sécurité. Je vous laisse le lien dans la description. Numéro 7, les catacombes de Paris. En plein cœur de la ville, à une vingtaine de mètres de profondeur, se trouvent les catacombes de Paris. Pendant plus de 10 siècles, les morts de 22 paroisses parisiennes furent enterrés au quartier des Innocents. Il y avait tellement de corps sous la terre qu'au XVIIIe siècle, le sol fut rehaussé de 2,50 m. En 1786, suite à de nombreuses plaintes du voisinage contre l'insalubrité des lieux, le cimetière fut fermé. Et ce n'est pas moins de 6 millions de squelettes humains qui ont été déplacés dans les catacombes. De nos jours, une petite partie des catacombes est ouverte au public. Moyennant quelques euros, vous pouvez vous retrouver en plein milieu des cadavres. Et pour un premier rendez-vous, je trouve l'endroit idéal. Numéro 6, le Jais Hotel. Suite au premier rendez-vous réussi au cœur des catacombes de Paris, quoi de mieux que d'emmener votre promise à l'hôtel ? À l'hôtel ? Oui, mais pas n'importe lequel.
Je vous propose le Jai Hotel à Ottawa au Canada. Cette vieille prison fut ouverte en 1862. Pendant plus d'un siècle, elle accueillit de nombreux prisonniers. Beaucoup sont devenus fous et d'autres sont morts entre ses murs. La prison fut fermée en 1970 à cause des conditions de détention lamentables. Elle a été rachetée puis convertie en hôtel où l'on peut profiter d'une des 60 chambres d'1 mètre sur 3 ou des 30 chambres luxueuses de 2 mètres sur 3. Par contre, on dit aussi que les lieux sont hantés, alors faites attention. Numéro 5, l'asile du comté de Sussex. L'hôpital Elingley était un grand hôpital psychiatrique à proximité du village du même nom en Angleterre, autrefois appelé asile du comté de Sussex-Est. Il fut construit pour pallier un problème de surpopulation dans l'asile du comté de Sussex. En 1898, le conseil du comté acheta 160 hectares afin d'y construire le nouvel asile. Il ouvrit ses portes le 20 juillet 1903 et coûta 353 400 livres sterling, soit environ 420 000 euros. Le complexe principal comprenait un bloc administratif, des magasins, une cuisine, un espace de loisirs et les chambres pour le personnel. Comme la plupart des grandes institutions de l'époque, les hommes et les femmes étaient séparés. Manquerait plus qu'ils nous fassent un beau petit monstre, tiens. Suite au développement de l'après-guerre, l'asile fut transformé en maison d'infirmières. Il a ensuite été choisi parmi d'autres centres psychiatriques afin d'y accueillir une unité de l'armée anglaise HN Colin. Le nombre de patients fut diminué de mois en mois jusqu'à la fermeture définitive en 1994. Suite à la fermeture, les bâtiments ont commencé à se dégrader et ont subi différents actes de vandalisme. Depuis 2012, les lieux ont été rénovés afin d'y accueillir une nouvelle unité d'Ashen Collins. Numéro 4, Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, à 13h, le village d'Oradour-sur-Glane fut encerclé par le 1er bataillon du 4e régiment de Panzergrenadiers, appartenant à la Panzer-Division Das Reich de la Waffen-SS. Les soldats nazis rassemblaient tous les habitants sur la place du village et y séparèrent les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre. Les femmes et les enfants furent alors emmenés dans l'église du village afin d'y être exécutés puis brûlés. Les hommes sont eux aussi emmenés dans des granges afin d'y subir le même sort. Le total des victimes s'élève alors à 642 personnes. Seule une trentaine de survivants se sont sortis de ce cauchemar. Une fois le massacre terminé, les nazis pillèrent les maisons avant d'y mettre le feu. Les ruines de cette tragédie sont encore sur pied et ouvertes au public. Beaucoup d'impacts de balles figurent encore sur les murs, témoignant de la violence de ce carnage. Des images qui font froid dans le dos et qui rappellent que la connerie humaine peut aller bien loin. Numéro 3. Les catacombes capucines de Palerme. Au cours du XVIe siècle, le cimetière des Capucines ne trouva plus de place pour ces nouveaux défunts. Les moines du monastère n'eurent d'autre choix que de construire un cimetière souterrain. Ces catacombes ne devaient alors accueillir que les corps des moines. Mais suite à la momification d'un des frères en 1599, la réputation des catacombes des Capucines ne fit que grandir au fil des siècles. Les corps étaient tellement bien momifiés et entretenus qu'au cours du 19e siècle, le lieu est devenu carrément une marque de prestige dans l'aristocratie sicilienne. Il était alors possible de choisir sa dernière tenue et sa dernière position afin d'y être exposé. Un peu comme une pierre tombale. Les familles des disparus pouvaient alors venir se recueillir sur la dépouille du défunt, mais aussi les rafraîchir afin de les conserver. Les catacombes furent fermées en 1880, mais on dénombre encore des enterrements jusqu'en 1920. Il est maintenant possible de visiter les catacombes des Capucines si vous avez le cœur bien accroché. Car attention, le corps de la petite Rosalia Lombardo a été parfaitement conservé. Il est vraiment troublant de se retrouver face à face avec cette petite fille sans vie. Numéro 2. L'île aux poupées. C'est dans la région de Xochimilco, au sud de la ville de Mexico, perdue dans un réseau de canaux, que se trouve la terrifiante Isla de la Monesca. Autrement dit, l'île des poupées. L'histoire raconte que dans les années 50, un homme du nom de Don Julian Santana Barrera décida de vivre seul sur l'île. Pour des questions pratiques, on va l'appeler Julian. On raconte qu'une petite fille aurait été retrouvée dans le canal bordant l'île. Julian sentit alors la présence d'un esprit et décida de récupérer de vieilles poupées abandonnées afin de calmer l'esprit de la fillette. Il recueillit plusieurs centaines de poupées que les villageois venaient lui échanger contre des légumes qu'il faisait pousser sur l'île. Il récupéra aussi beaucoup de poupées dans des décharges publiques. Il les accrocha toutes aux arbres de l'île, constituant un véritable mausolée en hommage à la petite fille. C'est dans les années 1990, suite au nettoyage des canaux, que l'île fut révélée au public. Les tarineras, petits bateaux colorés, peuvent à présent se rendre sur l'île librement. Attention tout de même, si vous êtes en visite dans la région, le lieu n'est pas indiqué sur les sites touristiques et il faudra demander aux tagineras qui vous emmènent sur l'île.
L'ironie de cette histoire, c'est que le pauvre Julian a été retrouvé dans le canal noyé le 17 avril 2001. Il mourra alors à l'âge de 80 ans et vécut plus de 50 ans avec ses poupées. Personne ne connaît vraiment les circonstances de sa mort. Alors, accident ou malédiction? Numéro 1. Pripyat. Pripyat est une ville fondée en 1970 à seulement 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, à 1h23 précise, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose. Au petit matin, les habitants de Pripyat n'ont toujours pas été mis au courant de la catastrophe. Aucune mesure de sécurité n'a été prise et la vie suit son cours. Plus tard dans la journée, des unités militaires ont été déployées dans la ville de Pripyat, mais les habitants ne s'en préoccupaient pas. Les militaires sur place mesurent alors le taux de radiation et constatent que par endroits, il dépasse un Röntgen, environ 0,258 millicoulombs par kilogramme. Les habitants apprennent très vite la nouvelle et la panique s'installe. Le gouvernement de l'Union soviétique décide alors de faire évacuer la ville. Il faudra pas moins de 30 heures pour évacuer la population et mobilisa 1225 autocars de l'armée. Les habitants ont dû tout abandonner. Les meubles, les voitures, les vêtements, mais aussi les animaux de compagnie. Les autorités leur avaient annoncé qu'il serait possible de revenir dans la ville sous 3 jours. Aujourd'hui, les lieux sont encore abandonnés et il y a toujours de la radioactivité partout dans la ville. Il est possible de visiter la ville depuis plusieurs années grâce à une agence de tourisme spécialisée, à moins d'avoir 18 ans et de posséder une autorisation des autorités ukrainiennes. La ville a d'ailleurs inspiré plusieurs œuvres cinématographiques telles que Die Hard, Belle journée pour mourir, Terre outragée ou les Chroniques de Tchernobyl. Elle a aussi inspiré des développeurs de jeux vidéo comme Stalker Shadow of Chernobyl ou encore le célèbre Call of Duty 4 Modern Warfare où une mission se passe directement dans Pripyat. Voilà, ce premier top est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi proposer vos tops dans les commentaires de cette vidéo et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Voilà, c'était le chasseur de top et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 2 semaines.